Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Yves Servan. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je voulais vous entendre sur le thème de la santé mentale. La santé mentale qui est un thème qui est la cause nationale pour la deuxième année consécutive. Je voulais faire un petit peu le point avec vous, comprendre s'il y avait des particularités en Martinique, comment l'ARS agissait avec ses partenaires pour prendre en charge les personnes qui sont atteintes de santé mentale. Mais comme je crois que ça fait à peu près une année que vous êtes ici, vous avez occupé différents postes à responsabilité dans le domaine de la santé, notamment en matière de finances aussi, système d'information. Si vous deviez caractériser la situation martiniquaise que vous connaissez désormais depuis une année, qu'est-ce que vous diriez, en termes de santé, bien entendu? Peut-être trois choses principalement. Oui. La première, c'est un formidable laboratoire de santé publique, puisque est concentré sur un territoire de taille modeste l'ensemble des problématiques que l'on connaît, que l'on doit traiter dans l'Hexagone. Que cela soit l'accès aux droits, l'accès aux soins, que ce soit l'amélioration de notre système de santé, les questions de prévention, la prévention qui est un droit également, que l'on oublie parfois, que quelquefois on perçoit uniquement sous l'angle de l'obligation, mais c'est un droit. Et puis évidemment, les questions touchant à la santé environnementale. La deuxième chose, c'est qu'on a de réelles menaces, de réelles difficultés à surmonter. Quand j'évoque la question de l'accès aux droits et à l'accès aux soins, on a évidemment la part relativement importante de notre population qui vit dans des conditions de précarité assez lourdes. Et on sait très bien qu'il y a corrélation entre seuil de pauvreté et état de santé de la population. On a aussi des défis en matière de santé environnementale. L'exposition d'une bonne partie de la population au chlordécone est aujourd'hui un sujet majeur pour nous en termes d'information et de protection de la population. Et puis, sujet encore d'actualité en matière de santé environnementale, les sargasses. Et qui, on y reviendra sans doute, ont un impact également en matière de santé mentale. Tout à fait. Qu'on parle de chlordécone, d'ailleurs, en matière judiciaire, il y a le risque qui est reconnu, l'exposition au chlordécone, et puis vous faisiez allusion au sargasse. Alors, c'est vrai que la santé mentale est définie de façon extrêmement large, et vous y avez fait allusion. L'OMS dit la santé mentale correspond à un état de bien-être qui permet d'affronter le stress de la vie, de s'épanouir, d'apprendre, de travailler, de contribuer à la vie de la communauté. Elle fait partie intégrante du bien-être et constitue un droit humain fondamental. C'est pas évident d'embrasser toutes ces causes, finalement, de problèmes de santé mentale. C'est clair. Et comment vous intervenez-vous au niveau de l'ARS? Il y a deux dimensions. Comme vous l'avez dit, comme l'OMS le rappelle, la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de troubles psychiatriques. La santé mentale, c'est l'ensemble des facteurs qui contribuent à votre bien-être. La santé est un de ces facteurs. La médecine est un de ces facteurs. Mais de la même manière, l'éducation, le logement, l'environnement, les transports sont des politiques publiques qui peuvent contribuer à l'état de bien-être de la population. Le deuxième élément, et là, une des difficultés du sujet, de l'exercice, c'est que le bien-être peut s'objectiver, se mesurer, se quantifier, mais c'est aussi un état perçu à un moment donné. Si, pour illustrer mon propos, on parle parfois des effets longs de la Covid, c'est-à-dire des effets physiologiques longs de la Covid, des complications que la Covid, des années plus tard, sur des individus peut provoquer. Mais on a aussi une société, au sens collectif du terme, qui n'est pas ressortie totalement indemne de la Covid. Pour prendre un exemple simple, les mesures de confinement qui ont pu être prescrites ont pu avoir une incidence sur des sujets isolés, sur des sujets fragiles. Alors, il y a le projet territorial de santé mentale qui dit d'ailleurs la Martinique peut être qualifiée comme grande génératrice de micro-traumatisme. Quels sont les outils que vous avez pour identifier et pour compter les problèmes? Parce que ça peut être très général, mais c'est aussi très précis. Les problèmes de santé mentale, c'est par exemple certaines maladies, la schizophrénie, la dépression, la bipolarité. Quels sont les outils que vous avez pour apprécier de façon précise ces populations? C'est peut-être renvoyer et rendre hommage à cette occasion aux établissements de santé et aux professionnels de santé. C'est le premier. Alors, je n'aime pas parler d'outils en la matière, mais ce sont les vecteurs. Ce sont celles et ceux, les professionnels, qui au quotidien enregistrent un certain nombre d'informations
anonymisées évidemment, mais des informations qui peuvent être utiles ensuite à cerner et à quantifier la prévalence, on parle de prévalence d'une pathologie sur un territoire donné, au sein d'une population donnée. On a un très bel établissement qui est l'établissement Maurice Despinois, qui compte 243 lits, qui compte une trentaine d'établissements répartis sur l'ensemble de notre établissement, 1200 professionnels. Et puis on a tous les professionnels évidemment qui exercent en ville et qui œuvrent au quotidien à la prise en charge, à l'enregistrement. Donc ça, c'est le premier élément qui nous permet de quantifier. Si je puis me permettre également deux autres points qui sont essentiels, c'est le premier, notre collaboration très étroite, Agence régionale de santé et rectorat, sur la prise en charge des problématiques et l'identification le plus en amont possible des jeunes, en situation de scolarité. Et là, ça se traduit par des actions très concrètes également, mais pour répondre à votre question, on a un système de signalement en lien avec la CTM, l'ASE, notamment l'aide sociale à l'enfance, avec l'ARS, avec le rectorat, qui nous permet d'apporter des réponses rapides. Je citerai, et j'en resterai là, 14 pôles d'appui à la scolarité qui ont été créés en 2025 en Martinique, qui sont autant de dispositifs de suivi personnalisé de sujets jeunes qui souffrent de troubles, soit psychiques, soit évocateurs de pathologies psychiatriques. Vous y faisiez allusion, en parlant du centre Maurice Despinois, à l'établissement unique de santé mentale. En quoi, alors c'est quoi? C'est un regroupement en fait des différents services qui agissaient jusque-là? Et en quoi ça aide en fait à une prise en charge globale et précise des personnes atteintes? Première thématique politique majeure sur laquelle vous trouverez toujours l'Agence régionale de santé positionnée, c'est de fédérer les acteurs. En matière de santé comme sur d'autres sujets, l'important c'est la collaboration des acteurs afin, en matière de santé, de dégager des parcours de santé et des parcours de vie aussi continus que possible. En l'espèce, pour vous répondre, un établissement de santé mentale unique, pourquoi faire? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça nous a permis de rapprocher, d'unifier les services hospitalo-universitaires du CHU de la Martinique avec les services à vocation principalement clinique du centre hospitalier Maurice Despinois. C'est un double intérêt. Le premier, c'est celui de l'attractivité de l'établissement parce qu'un médecin qui embrasse une carrière hospitalière, c'est des contraintes, la permanence des soins, le fait que vous ne choisissez pas vos patients et le fait que, tout en étant rémunéré honorablement, vous ne ferez pas fortune en qualité de médecin hospitalier. Ce sont des choix donc citoyens d'engagement professionnel auxquels qu'il faut saluer. Si vous avez la possibilité de proposer à des praticiens de participer à des projets de recherche clinique dans le cadre d'un exercice hospitalier, vous êtes susceptible d'attirer plus de professionnels et la question de l'attractivité des métiers en psychiatrie est essentielle. Et globalement? Globalement, c'est vrai dans l'Hexagone et c'est vrai tout particulièrement en Martinique, mais c'est vrai dans l'Hexagone. Et le deuxième intérêt, évidemment, pour nous, c'était en solidarité, en cohésion des équipes, c'était aussi le fait que les équipes qui étaient plutôt à orientation hospitalo-universitaire participent à un sujet qui est un sujet majeur. L'hôpital, c'est la continuité des soins. 24 heures sur 24, vous trouverez une lumière, vous trouverez des professionnels, vous trouverez un service pour vous accueillir. Et ça, c'était aussi important, la soutenabilité de l'exercice pour le centre hospitalier Maurice Despinois. Et au-delà de l'hôpital, les acteurs, pardon, je faisais allusion à la Croix-Rouge que j'ai accueillie récemment, qui prend en charge notamment les personnes en situation d'addiction. L'hôpital est un nœud, mais n'est pas le seul. Ça, c'est également ce que vous soulignez est parfaitement pertinent et essentiel. Pour la prise en charge de la santé mentale. Vous savez que quelquefois, on reproche à l'hôpital, en tout cas notre système de santé, d'être trop hospitalo-centré. La prise en charge, alors, des thématiques psychiatriques, mais aussi d'addiction, puisque je pense que... Je voudrais qu'on en parle. On y viendra, mais si on reste sur la psychiatrie, évidemment, l'hôpital ne travaille bien que si, premièrement, il sort de ses murs et va vers la population qui est à traiter. C'est ce que fait admirablement le centre hospitalier Maurice Despinois avec les structures ambulatoires et les équipes mobiles qui sont mises en place. Mais c'est aussi évidemment la capacité à travailler avec l'ensemble des acteurs. Je reprends associatifs notamment parce qu'il y a une véritable vitalité du tissu associatif en Martinique et c'est un atout pour notre territoire. C'est quoi la méthode de l'ARS? On a bien compris que vous êtes coordinateur et puis vous êtes surplombant en fait. C'est vous qui organisez aussi, qui mettez peut-être qui aider à la coordination. C'est quoi les vecteurs de l'action, le budget par exemple, et puis peut-être les lieux de coordination? Alors, la sémantique est importante. Je n'affectionne pas trop le terme de surplombé. Même s'il y a une dimension de tutelle qu'il faut parfois assumer. Le projet territorial de santé mentale, c'est sous quelle autorité? Mais le projet territorial de santé mentale, son élaboration, c'est la raison pour laquelle on a impulsé des états généraux
de la santé mentale, c'est d'abord la mobilisation de l'ensemble des acteurs, y compris les familles, parce que ça peut avoir un impact très important sur les familles, les patients, les professionnels, les associations. Oui. Excusez-moi, juste, je vous en prie. Les états généraux sont en cours. Alors, les états généraux, nous les avons initiés à l'automne 2025. D'accord. Avec un phasage. Donc, c'est des discussions, des rencontres, des réunions. Absolument. Voilà. C'est de la démocratie sanitaire, si vous voulez un terme court. C'est de la démocratie sanitaire. C'est cette idée que pour être pertinent dans nos orientations, là où je dis l'ARS, elle a un rôle d'impulsion, de fédération, d'animation. Parfois de tutelle, évidemment, et de financement, on pourra y venir. Mais au premier chef, les États généraux, c'est ce temps de démocratie sanitaire qui peut nous permettre de co-construire à horizon juin 2026 le projet territorial de santé mentale réactualisé. C'en est un autre réactualisé, parce que moi, j'avais en tête un précédent. Oui. Un précédent. Donc là, c'est on est dans une phase de réactualisation. Et il sera après quand, le nouveau, du coup ? Juin 2026. C'est fin premier semestre, peut-être un petit peu avant, mais en tous les cas pas plus tard. Nous souhaitons effectivement au plus tard, le 30 juin 2026, disposer de cette version réactualisée. Et la partie budgétaire, financière donc, alors, si on parle finance... Pour finir, c'est important, les financements. Et alors, sur la partie santé mentale, globalement. Santé mentale. Santé mentale, addiction. Vous incluez l'addiction, les addictions. Si on prend le cœur du financement de la santé mentale en Martinique, on est à peu près à 110 millions d'euros. 110 millions d'euros, c'est peu ou prou le soutien que l'agence et l'État apportent au fonctionnement de notre établissement Maurice Despinois. D'accord. À côté de ça, vous le savez, l'Agence régionale de santé lance un certain nombre d'appels à projets qui permettent, par exemple, qui nous ont permis de financer ce que j'indiquais, les pôles d'appui à la scolarité, mais aussi toute une série de projets que nous conduisons actuellement avec le rectorat sur la lutte contre les addictions dès le plus jeune âge. D'accord. Voilà. Et là, donc l'ARS finance, soutient la Croix-Rouge, comme vous l'avez évoqué, l'Assise et toute une série de dispositifs, l'association L'Attrait, qui mène une action absolument remarquable au bénéfice des victimes d'addiction et de leurs familles. D'accord. Merci beaucoup Yves Servan, le sujet est dense. Merci en tout cas d'être venu l'effleurer avec nous. On a parlé santé mentale et du mode d'action, et puis de ces états généraux qui sont en cours et qui devraient déboucher donc sur des conclusions d'ici juin. Merci beaucoup Yves Servan. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.